Donc après vous avoir parlé pas mal du noyau, moi je vais vous parler surtout du gaz qui s'en échappe. Donc déjà sur cette vue, vous voyez deux exemples à gauche pris par l'instrument Miro et à droite par l'instrument Virtis. Donc en l'occurrence à gauche c'est l'émission de la vapeur d'eau et à droite du dioxyde de carbone, donc qui s'échappe de la comète. Là c'est autour d'une rotation. Moi je vais vous parler surtout de l'évolution au cours des 2 ans de la mission. Alors je vais vous présenter un petit peu les instruments. D'abord l'instrument Miro, donc c'est un instrument dont le responsable est américain, donc à la NASA, qui est Mark Hofstetter. Donc c'est un petit radiotélescope que vous voyez en haut à droite sur Rosetta, donc qui fait 30 cm de diamètre et qui fournit 2 types de données. D'une part, des spectres en ondes radio autour de 0,6 microns de longueur d'onde. Donc en fait, c'est une combinaison de 7 bandes à très haute résolution spectrale qui sont focalisées sur 7 transitions moléculaires. Donc essentiellement 3 transitions de la molécule d'eau, donc l'isotope principal, et aussi donc, les 2 isotopes H2O18 et H2O17 qui ont l'avantage lorsque l'eau est l'isotope principal est très intense, d'être moins saturé. Et donc en fait j'ai surtout analysé les observations de l'isotope 18. Et sinon on observe 3 transitions de la molécule de méthanol, donc il nous servira aussi à mesurer une température du gaz, et 2 autres molécules, l'ammoniac et le monoxyde de carbone. Alors ça c'est pour la partie spectrale, donc on prend un spectre en fait toutes les 30 secondes. On a même pris un spectre toutes les 30 secondes pendant 2 ans, quasiment 24 heures sur 24, ce qui fait près de 2 millions de spectres. Et sinon, alors ce spectre, comme vous voyez, il est un petit peu particulier. En fait, pour annuler le signal de fond et le bruit de l'instrument, on prend en fait un spectre décalé en fréquence toutes les 5 secondes. Ce fait que chaque ray apparaît à la fois en émission et en absorption. Alors sinon, toutes les 50 millisecondes, on prend aussi une mesure du signal continuum, donc l'émission thermique du noyau. Donc sur l'illustration en bas à gauche, donc c'est 2 cartes continuum du noyau prises en septembre 2014, qui vous montre à gauche l'émission thermique à 562 GHz, donc à 0,6 microns, et à droite l'émission à plus basse fréquence, donc à 1,8 mm, c'est-à-dire c'est 6 mm et 1,8 mm de longueur d'onde. Et ces deux mesures permettent de sonder la subsurface du noyau, donc entre 1 et 4 cm de profondeur. Alors, je ne vais pas en parler tellement, je vais parler surtout du gaz, mais bon, il y a beaucoup de travail aussi sur ces données-là. Alors, en complément, j'ai aussi travaillé un peu sur les données de l'instrument Virtis, donc, qui lui prend aussi des spectres, mais à plus courte longueur d'onde, donc dans l'infrarouge. Donc, on vous en a déjà un petit peu parlé. Donc, l'instrument Virtis, en fait, c'est 2 instruments dans un. C'est l'instrument Virtisem, dont le responsable est Fabrizio Cavazzoni en Italie, qui lui fait des images, enfin des cubes d'images, c'est-à-dire que c'est une image qui couvre en gros 3,6 degrés de côté, mais en même temps qui couvre entre 0,5 et 5 microns de longueur d'onde. Donc vous avez un exemple en bas à gauche qui vous montre donc un canal à 1 micron qui vous montre l'image du noyau, puis un canal à 2,7 microns qui est centré sur l'émission de la vapeur d'eau, qui vous montre donc la vapeur d'eau autour du noyau. Et il y a un autre instrument donc, qui est Virtis H, dont le responsable donc, est l'observatoire de Paris, Stéphane Erard, qui comme Miro, en fait c'est un instrument sur le monopixel, donc on observe juste dans une unité de sensibilité superficielle. Quoi. En fait, dans un tout petit champ qui fait de l'ordre d'une trentaine de mètres à la surface quand on est à 100 km du noyau. Et on prend un spectre à plus haute résolution spectrale, ce qui est plus intéressant pour étudier les molécules. Donc, vous avez un exemple en bas à droite de ce spectre pris par Virtis H, où on reconnaît les émissions donc, de la vapeur d'eau, des organiques et du dioxyde de carbone, et aussi donc, OCS, qui sont les molécules principales dont je vais vous parler. Alors en fait, comme les instruments Miro et Virtis H qui travaillent un peu de concert sont des instruments monopixels, pour arriver à faire une carte, on a été un petit peu contraignant pour la navigation, c'est qu'on a obligé Rosetta très souvent à balayer le champ de la comète et même au-delà de la chevelure. Donc je vous montre un exemple ici, c'est une carte là, qui est acquise en 3-4 heures. On a pris à peu près 400 points différents autour du noyau pour faire en gros une image de l'émission, donc là en l'occurrence c'est de la vapeur d'eau, donc le 20 août 2015. Alors l'avantage d'ailleurs avec Miro, c'est qu'on a une très grande résolution spectrale, donc vous voyez sur les petites imagettes la forme de l'arrêt de l'eau, et en réalité grâce à l'effet Doppler, on va pouvoir convertir cette résolution spectrale en fréquence en résolution en vitesse, ce qui va donner une information tridimensionnelle en fait sur la répartition du gaz autour de la comète. Alors voilà, 2 images prises simultanément en fait. Enfin, j'ai converti l'intensité en code de couleur. Donc en haut à gauche, vous avez une image, donc l'émission de H2O18 vue par l'instrument Miro, et en même temps, donc à droite, les images prises par l'instrument Virtis H, donc le même balayage qui vous donne donc l'émission de la vapeur d'eau, donc à 2,7 microns,
et du dioxyde de carbone donc à 4,3 microns. Et remarquez donc à cette période-là, donc qui est très proche du périhélie, puisque là on est le 9 août 2015. Alors, en gros, les émissions du gaz dans le cas des deux molécules sont dans la même direction, en direction vers plus du pôle sud de la comète que d'ailleurs le Soleil qui est aussi à droite, qui éclaire de manière le pôle sud à cette époque-là. Alors pour revenir aux données de l'instrument MIRO, on peut décomposer en fait ces cartes en différents canaux de vitesse. Et là vous voyez donc un exemple de données. Donc en fait c'est la même carte, mais j'ai décomposé en haut à gauche, vous avez le gaz qui vient vers nous à une vitesse de moins 0,8 km par seconde. Au centre, le gaz qui est un peu dans le plan du ciel, une vitesse nulle. Et à droite, en bas à droite, le gaz qui s'éloigne de nous, donc plus rechiffré, qui est à 0,8 km par seconde. Et en l'occurrence, donc ça va nous donner une information tridimensionnelle. Et on peut voir sur cette illustration, en gros, qu'il y a beaucoup plus de gaz qui s'éloigne de nous, qui se rapproche de nous. C'est-à-dire que non seulement on a une information spatiale, dire en X et en Y, mais en plus une observation en profondeur, savoir dans quelle direction le gaz s'en va. Et en fait, moi j'ai travaillé un peu sur ces données-là. On a fait près de 2 ans de suivi de la comète pour caractériser un petit peu dans quelle direction le gaz s'en va et globalement quelle quantité de gaz s'échappe de la comète. Alors, en plus de ça, on va profiter du fait que soit on a plusieurs raies du méthanol, soit on a une raie de l'eau qui est saturée, qui va nous donner une information sur la température du gaz. Donc là, vous avez une carte qui vous montre en gros la température du gaz à partir de l'observation de la raie de l'eau autour du noyau de la comète, donc autour du 20 août 2015. Alors on voit d'ailleurs, bon, ça serait peut-être un peu compliqué à expliquer, mais que le gaz est plus chaud du côté du Soleil, dans le cœur de ce qu'on pourrait appeler le jet, et il est plus froid latéralement à un endroit en fait, où le gaz se refroidit plus rapidement que dans le jet où la densité est plus élevée. Alors, en travaillant sur toutes ces données-là, on va pouvoir en déduire un petit peu le comportement sur ces 2 années de la comète. Alors, ce graphique vous résume un petit peu les résultats. C'est un travail en cours qui n'est pas encore publié, mais qui le sera bientôt. Donc, sur l'observation de ces 4 molécules avec l'instrument MIRO. Donc, on part à gauche à peu près à un peu moins de 4 unités astronomiques, qui sont les premières observations avec l'instrument MIRO, qui était le premier à détecter la vapeur d'eau dans la comète en juin 2014. À une époque, la comète émettait, je me suis trompé pendant l'essai, un peu moins de 0,3 kg ou 0,3 litres d'eau par seconde. Ensuite, ça a cru assez rapidement jusqu'au périhélie, donc qui est au centre de l'image, donc avec un maximum qui est de l'ordre de 300 kg de vapeur d'eau par seconde qui s'échappe. Donc on a une augmentation en fait, d'un facteur supérieur à 1000 de la quantité de matériel qui s'échappe de la comète. Et en fait, on a une augmentation beaucoup plus rapide que ce à quoi on pourrait s'attendre si ça devait être proportionnel uniquement au flux reçu par le Soleil. Et on verra un peu pourquoi. On a cette augmentation très rapide. Après le périhélie, on a un début de diminution lente et ensuite une diminution encore plus rapide de l'activité de la comète lorsque la comète s'éloigne du Soleil. Et à la fin, donc les dernières mesures à droite, quand on est à 3,9 unités astronomiques du Soleil, tout à fait à la fin au mois de septembre, on est à près de 10 fois moins de vapeur d'eau qui s'échappe, donc on ne parle plus que de quelques millilitres de vapeur d'eau par seconde qui s'échappe de la comète, quand elle était à ce moment-là plus loin du Soleil au cours à la fin de la mission de Rosetta. Alors là en noir, en haut, là, donc, je vous ai parlé surtout de la vapeur d'eau, mais sur ce graphique, j'ai représenté aussi l'évolution de l'émission d'autres molécules, comme le méthanol qui est en bleu clair. Et on verra donc ce qui se passe après le périhélie. On voit que les courbes ne sont plus parallèles entre l'eau et le méthanol. Et en violet, vous avez l'ammoniac, qui lui suit pas mal l'évolution de la vapeur d'eau, puis avec quelques points, mais là, les mesures sont moins précises, aussi le monoxyde de carbone en vert sur ce graphique. Alors, quand on regarde plus précisément autour du périhélie, ce qui s'est passé, donc là, c'est les graphiques, cette fois-ci, je vous ai mis en abscisse le temps par rapport au périhélique, donc le 13 août 2015, donc on va de moins 250 jours à plus de 250 jours après. En échelle linéaire, cette fois-ci en verticale. Donc, au maximum, on a à peu près 200 kg de vapeur d'eau qui s'échappe de la comète, donc ce qui est en haut. Mais comme on voit, le maximum est décalé déjà d'une vingtaine de jours après le passage au périhélie, mais ça correspond à peu près au solstice, qui était début septembre 2015. Et quand on regarde ce qui se passe pour le méthanol en dessous, donc le maximum est... Bon, il y a moins de méthanol, donc on est plutôt à 8 kg par seconde, mais il est encore plus décalé. Donc là, on est quasiment 40 à 50 jours après le périhélie. Donc on voit déjà que la comète n'est pas homogène, il se passe des choses. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder l'évolution de l'abondance relative des molécules les unes par rapport aux autres. Donc c'est ce que j'ai représenté. Donc ça, c'est un travail en cours qui va être bientôt publié. Donc il s'agit de toute une série de mesures. Donc à partir de chaque carte, on en déduit la quantité globale
d'eau, de vapeur d'eau, donc de méthanol, de monoxyde de carbone, d'ammoniac qui s'échappe de la comète, et on fait le rapport. Donc en gros, l'échelle, c'est de l'ordre de 4% maximum. Alors, il y a des mesures de différents types parce qu'on a des mesures parfois qui sont plus précises, mais qui sont beaucoup plus locales. C'est-à-dire que les petits points, en fait, les petites mesures sont des mesures plus précises, mais qui sont faites lorsqu'on pointe vers le noyau. Et à ce moment-là, on est sensible aussi à ce qui se passe localement. Alors ça, c'est un travail à développer par la suite. Mais les grandes mesures qui ont parfois aussi des barres d'erreur plus importantes sont une évaluation globale. Et ce qu'on voit de manière assez frappante, c'est qu'en ce qui concerne le méthanol, donc, qui est en bleu, avant le périhélie, on est en gros relativement stable autour de à peu près 1% en fait, par rapport à l'eau. Et on a une augmentation importante d'un facteur 2,5 autour du passage au périhélie de l'abondance du méthanol par rapport à l'eau. Alors c'est la première fois qu'on voit ça dans une comète. Et en fait, le monoxyde de carbone, donc, vous voyez qu'il est en vert, a eu à peu près un comportement similaire. Alors, ce n'est pas un comportement observé pour toutes les molécules, parce que comme vous voyez aussi en bas, donc, en violet, donc ça c'est le cas de l'ammoniac, l'abondance, elle, n'a quasiment pas varié, l'abondance de l'ammoniac par rapport à l'eau. Alors, si on regarde, ça c'était les résultats de Miro, mais les résultats de Virtis, ben, ils montrent à peu près la même chose pour d'autres molécules, donc vous ne pouvez pas observer l'instrument Miro. Vous avez le dioxyde de carbone en haut à gauche, qui lui aussi, donc, lors des jours qui entourent le périhélie, donc, voit son abondance par rapport à l'eau augmenter de quasiment 10-15% à 30-40%. Le méthane, en bas à gauche, a à peu près le même comportement. Tandis que pour OCS, donc, sur le graphique de droite, lui, par contre, ne montre pas une évolution très claire. C'est-à-dire qu'en fait, certaines molécules vont avoir un comportement particulier et ne vont pas suivre exactement la sublimation de l'eau. Alors, en fait, même si on regarde à plus grande échelle de temps, donc vous voyez ici, donc là, cette fois-ci, on va de 400 jours avant jusqu'à 400 jours après le périhélie. Donc, en gros, ça couvre toute la mission. Donc, les premiers points à gauche, là, c'est au mois d'août 2014 et les derniers points, c'est septembre 2016. On voit donc, alors l'échelle était agrandie, donc l'augmentation de l'abondance du méthanol près du périhélie, mais au-delà, donc plus de 200 jours après le passage au périhélie, il semblerait que l'augmentation de l'abondance du méthanol soit beaucoup plus importante et on atteint presque 30-40% à la fin de la mission. C'est probablement le cas aussi pour le dioxyde de carbone et en fait on est entré dans une période où probablement c'est plus le dioxyde de carbone qui domine l'activité de la comète que la sublimation de la vapeur d'eau. Alors aussi sur ces graphiques, je vous ai mis des informations intéressantes que je vais aborder après dans le point suivant. C'est que bon, cette comète elle présente des saisons. Donc en rouge, la pointillée, je vous ai mis donc les principales saisons. Donc le premier équinoxe qui a lieu autour du mois de mai 2015, ensuite le périhélie, suivi du solstice 20 jours après, et le deuxième équinoxe qui était donc fin mars 2016. Alors comme vous voyez donc sur ce graphique, donc, vous voyez en haut à droite donc en gros la trajectoire de la comète Churyumov-Gerasimenko autour du Soleil. Depuis le point de rencontre avec donc le point 1 qui est la rencontre avec Rosetta jusqu'au point 6 qui est la fin de la mission à droite. Et j'ai extrait donc sur toutes les observations qu'on a quelques cartes qui couvrent une bonne partie de l'orbite, donc avant l'équinoxe, autour du solstice et après l'équinoxe, où on voit donc en bleu clair ici ça vous montre l'émission de la vapeur d'eau autour du noyau. Donc tout en haut à gauche, donc mesure au mois de septembre 2015, où on voit l'essentiel de l'émission du noyau est en la direction du pôle Nord. Puis après ça, donc autour de l'équinoxe, cette émission donc en bleu clair, elle va cette fois-ci s'orienter plus vers l'équateur. Je ne sais pas si j'arrive à voir le curseur. Voilà, par ici, là. Là, on approche une émission plutôt à l'équateur et qui va basculer vers le pôle sud autour du passage au périhélie et du solstice. Donc ici, et ça persiste pas mal vers le pôle sud avant de rebasculer vers le pôle nord, enfin au moins l'équateur, après l'équinoxe donc de mars 2016. 5 minutes. Merci. Alors quand on regarde en détail, ça c'était pour l'évolution de l'eau qui était en bleu clair, mais si on regarde les différentes molécules, on a aussi des zones d'émission qui sont un petit peu différentes. Alors surtout avant l'équinoxe, autour de l'équinoxe de 2015, donc ce sont les deux images à gauche. Donc vous avez le Soleil qui est à gauche. En haut à gauche, vous avez donc l'émission de la vapeur d'eau vue par l'instrument Virtisem. Donc en avril 2015, on est tout proche de l'équinoxe. Donc c'est pour ça que vous voyez, c'est globalement à l'équateur, le pôle nord est en haut. Par contre, le dioxyde de carbone vient majoritairement d'une direction perpendiculaire à celle du Soleil, c'est-à-dire du sud de la comète. Et en fait, plus ça va aller, plus l'émission de molécules va se concentrer vers le sud jusqu'au périhélie, où là tout vient du sud. Ceci dit, donc sur l'animation que vous avez à droite, qui vous montre 3 cartes successives, donc qui montrent l'eau en bleu, l'ammoniac en violet et le méthanol en jaune,
donc vu par l'instrument Miro, et vous voyez qu'il y a quand même des petites différences. L'ammoniac vient presque exactement en direction du Soleil, qui est en pleine à droite. L'eau s'échappe un petit peu dans une direction intermédiaire entre le pôle sud et le Soleil, et le méthanol, en jaune, lui, vient un peu plus vers le sud, et ce qui explique qu'il a un comportement similaire en fait au dioxyde de carbone. Alors, on peut tracer sur un graphique l'évolution du point d'émission en latitude sur le noyau de la comète des différentes molécules. Alors, je vous ai mis pour rappel à gauche une image du noyau de la comète qui est pris quasiment pile à l'équinoxe. Donc, l'équateur est un pointillé rouge. Vous avez le pôle nord en haut qui est près de cette dépression, donc Happy, dont on a parlé tout à l'heure, et donc le pôle sud qui est en bas. Et donc, vous voyez qu'au début, l'émission est assez haute, même plus haute que le point subsolaire. Donc, sur le graphique, donc, ça vous montre la latitude de ces différents points. Donc, en rouge, c'est la latitude du point subsolaire, du point qui est sous le Soleil. Donc, comme la comète est inclinée de 52 degrés par rapport à son orbite, donc autour du solstice, c'est les latitudes de moins 52 degrés sud qui sont les plus éclairées, quoi. Donc, au début, on a une émission entre moins 400 et moins 150 jours avant le périhélie, qui est assez au nord, plus au nord que le point subsolaire. Ça vient vraiment du pôle nord, quoi, de cette région d'Happy. Sauf pour le méthanol, où c'est un petit peu plus réparti. Il y a même à certains moments, on voit des émissions qui viennent vers le sud. Et autour de l'équinoxe, on a un basculement très rapide vers le pôle sud. Et autour du périhélie, donc du solstice, on voit que l'émission est vraiment très proche du pôle sud, même plus que le point subsolaire. Et c'est encore plus marqué pour la molécule méthanol, qui va d'ailleurs persister à avoir une émission vers le sud, même à l'équinoxe post-périhélie. Tandis que l'ammoniac est beaucoup plus proche d'avoir une émission près du point subsolaire, quoi. Alors, en premier bilan de ces observations-là, c'est qu'on voit que l'évolution saisonnière est très marquée et que le pôle sud aussi est bien plus actif que le nord en quantité, ce qui explique pourquoi en fait, l'activité de la comète a cru très rapidement et ensuite elle a décru aussi très rapidement puisque le pôle sud devenant inactif, l'activité au nord étant bien plus faible, on a une très forte variation de l'activité de la comète. Alors en fait, on a remarqué que la sublimation des molécules est un peu différentielle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs groupes de molécules qui ont des comportements similaires. D'une part, dioxyde de carbone, méthanol, probablement aussi monoxyde de carbone, méthane, qui sont à la fois plus abondantes en valeur absolue par rapport à l'eau au sud, mais qui aussi donc, viennent plus préférentiellement du sud. Tandis que l'eau et l'ammoniac suivent plus une émission du côté du point subsolaire et donc vont basculer vers le nord. Alors ça, c'est pour les molécules observées par Miro et Virtis, mais évidemment, les autres instruments de Rosetta ont confirmé que ce genre de comportement. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est après 2 ans d'observation en continu, là, je veux dire, on a des spectres toutes les 30 secondes, par exemple, avec Miro, on a pu aussi faire une intégration de tout ce qui a été émis par la comète, et ça nous permet d'évaluer la quantité totale de masse perdue par la comète. Alors là, en l'occurrence, c'est la quantité totale de glace, donc qui est de l'ordre de 4 millions de tonnes. Donc à peu près 2,5 pour l'eau, 1,1 million de tonnes pour le CO2, puis si on rajoute le méthanol, les espèces soufrées, etc., on arrive à peu près à 4 millions de tonnes. Ce qui fait, avec la quantité de masse totale perdue, à peu près un cinquième de la masse totale perdue au cours de ce passage au périhélie, donc 0,2% du noyau. C'est un ordre de grandeur, donc la masse perdue par le noyau au cours de ce passage au périhélie. Alors pour finir, je dirais que il y a encore beaucoup de données analysées, hein, donc comme je dis, on a eu 2 ans d'observation continue. Et là, je ne vous ai pas parlé de l'émission aussi des poussières, mais avec autant que l'instrument Miro, vous avez une petite illustration à droite qu'avec l'instrument Virtis, on voit aussi l'émission thermique des poussières, ce qui nous permet de quantifier la quantité de poussière qui s'en échappe, aussi la répartition en taille, parce qu'avec Miro, on va avoir les poussières les plus grosses qui ont une taille millimétrique, et avec Virtis, les poussières submillimétriques. Ça, c'est sur le long terme. Et puis sur le court terme aussi, on a vu beaucoup de sursauts. La comète, sur des périodes très courtes de l'ordre de quelques minutes, elle a manifesté, surtout autour du périhélie, beaucoup de sursauts brefs d'activité, certains accompagnés de dégazage et d'autres non, et on voit des comportements intéressants. Et bon, il y a un papier qui a été publié sur un des sursauts là, par Eberhard Grün, mais il y a encore beaucoup de données analysées et d'autres sursauts qui ont été observés. Je vous remercie. Des questions. Enfin, j'ai une question là. Est-ce qu'il y a une évaporation différentielle de la poussière par rapport au gaz, ou est-ce que la comète devient plus poussiéreuse en fonction du temps? Alors, la question, c'est plus savoir est-ce qu'il y a de la poussière qui retombe sur le noyau, qui enrichit le noyau en poussière, en fait. Et ça, c'est une bonne question qui est très débattue. Alors, ce qui doit se passer aussi, c'est que lorsqu'on est loin du Soleil, la sublimation est bien moins importante, donc elle est peut-être moins à même de soulever de la poussière. Près du périhélie, il y a une pression, je dirais, du gaz qui est très importante, qui évite aussi peut-être qu'une partie des poussières retombe.
Et il y a une grande discussion aussi, c'est de savoir si ce qui vient du nord du noyau, c'est pour ce qui est de l'eau, c'est de l'eau qui s'est recondensée lors du passage au périhélie, qui expliquerait d'ailleurs qu'on voit plus de l'eau que d'autres molécules plus volatiles. Et est-ce qu'il y a, d'ailleurs, ça vient surtout d'une région, la région de Happy, pas forcément des autres régions. Donc peut-être qu'il y a des régions qui ont été recouvertes de poussière, ça certainement d'ailleurs, mais d'autres qui sont moins recouvertes de poussière, mais plus de vapeur d'eau. Oui, ces changements de masse paraissent considérables. Est-ce qu'on peut avoir maintenant une idée du passé de la comète, depuis combien de temps et quelle était sa forme originelle et de son avenir qui paraît précaire? Ça, c'est la grande question sur les comètes. Les comètes, elles ont des vies courtes que lorsqu'on les voit. En fait, cette comète, je crois qu'on sait que en fait, c'est dans les années 50, son orbite a évolué. Donc déjà, elle passe pas aussi près du Soleil depuis plus de 4 ou 5 passages. Donc on peut extrapoler dans le passé, pour 4 ou 5 passages, le fait qu'elle avait peut-être 1 ou 2% de plus en masse. Après ça, le problème, c'est qu'on a du mal à savoir quelle était sa trajectoire avant. Donc c'est difficile à remonter longtemps dans le temps. Peut-être que c'est une comète qui est sur ce genre d'orbite depuis plusieurs milliers d'années et qu'elle n'a plus que 50% de sa masse. Peut-être qu'elle a encore 99% de sa masse. Ce qui nous intéresse, c'est surtout de voir qu'apparemment, la région qui est très exposée au Soleil de manière courte, au périhélie, qui est le pôle sud, semble quand même révéler un petit peu la composition interne de la comète, puisque c'est une région sur laquelle il y a peu de redisposition, parce que c'est la région qui est plus active, tandis que lorsqu'elle est dans l'obscurité, le pôle nord est très peu actif, donc il dépose peut-être très peu de poussière cette région-là. D'ailleurs, on voit peu d'étendue de poussière sur le pôle sud, quoi. Il y a une chose qui est troublante, c'est quand même qu'il y a sur les noyaux de comètes connus, il y en a au moins 3 qui sont bilobés. Et donc, je pense que la théorie dominante, c'est de dire que ça vient d'une agrégation archaïque. Mais est-ce que c'est complètement exclu que ce ne soit pas une instabilité de l'érosion de la comète par la sublimation? Parce qu'on sait sur Terre que la sublimation de la glace, par exemple, est violemment instable et crée des structures. Alors évidemment, c'est très débattu. Moi, je ne suis pas 100% convaincu que ça peut pas être un effet de l'érosion. Après ça, pour les formes, il y a aussi quelques calculs récents dans des simulations numériques de ceux qui sont spécialisés de dynamique qui nous disent que les comètes dans la ceinture de Kuiper, en 4,5 milliards d'années, elles auraient forcément eu quelques collisions à faible vitesse qui ont pu la reformer. Alors évidemment, dès qu'il y a une collision, il y a 2 morceaux qui se recollent, on va avoir quelque chose qui est bilobé ou trilobé, tout ça. Ceci dit, je pense qu'une comète comme ça, qui est composée de multiblocs, c'est probablement quelque chose qui est assez fréquent, plus fréquent que ce qu'on observe, parce qu'on voit des comètes qui se cassent, comme on a parlé tout à l'heure, la comète Schwarzenbach-23, mais il y a 2 morceaux principaux dans cette comète, donc on peut imaginer que c'était 2 lobes qui se sont séparés, et que même que cette comète-là, quand elle va tourner trop rapidement, elle va se casser en 2 morceaux. Mais c'est peut-être un effet de collision à faible vitesse. Mais apparemment, c'est aussi pour répondre à une question tout à l'heure, il ne semblerait pas que les 2 lobes aient une composition différente d'un point de vue chimique. Bien, donc merci beaucoup Nicolas.